Selon Victor Hugo, lire c'est boire et manger, l'esprit qui ne lit pas maigrit comme le corps qui ne mange pas. La formation et l'éducation d'une intelligentsia africaine passent inéluctablement par la promotion des espaces de lecture, notamment les bibliothèques. Toutefois, quel avenir des bibliothèques classiques aujourd'hui face aux bibliothèques virtuelles? Bienvenue dans le Talk Afrique, le thème du jour, bibliothèques virtuelles et classiques, les défis pour l'éducation en Afrique. Et nos invités du jour, Madame Koulibaly Cécile, elle est coordonnatrice des activités de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique de Côte d'Ivoire. Je reprends, coordonnatrice des activités de la bibliothèque virtuelle de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique de Côte d'Ivoire. Bienvenue, Madame. Merci. En face, nous avons Dr Kissi Marshall. Il est enseignant, chercheur, il est écrivain. Bienvenue, docteur. Merci de nous recevoir. Avec vous, comme nous l'avons signifié, nous parlerons de bibliothèques virtuelles et classiques, les défis pour l'éducation en Afrique. Madame, la première question elle est pour vous. Une bibliothèque virtuelle, qu'est-ce que c'est? Ok, merci. Je commencerai par dire d'abord, c'est quoi une bibliothèque? De manière plus simple possible, c'est une collection organisée de documents. Quand je parle de documents, il y a plusieurs variétés de documents. Nous n'allons pas détailler les variétés, mais ces collections sont organisées de manière à faciliter l'accès à l'information qu'elles contiennent. Donc on est parti de ces bibliothèques classiques et l'avènement des TIC a fait qu'on a parlé de bibliothèques numériques. Les bibliothèques numériques, au départ, c'était quoi? C'était de numériser les collections de documents traditionnels sous forme papier, en fait des collections numériques et mettre à disposition à un public plus élargi. Vous voyez que le document physique ne peut se promener lui-même. Mais tant qu'on ne se déplace pas vers lui, on ne peut pas l'avoir. Il fallait faire des prêts physiques. Mais avec les bibliothèques numériques, le partage de l'information va s'accroître. Donc la numérisation va permettre de facilement transposer des collections de documents sur des CD, sur aussi des bibliothèques en intranet, sur des espaces en intranet. Mais très rapidement, la révolution dans l'édition scientifique, dans l'édition de manière générale, va conduire aux bibliothèques virtuelles. Cependant, dans la conception des hommes que nous sommes, on fait un amalgame entre les bibliothèques numériques et les bibliothèques virtuelles. La bibliothèque numérique n'est pas obligée d'être en ligne. Bon, les éditeurs, eux aussi, pour le vocabulaire que nous connaissons généralement, utilisent le terme de bibliothèque numérique pour désigner les bibliothèques qu'ils mettent à notre disposition. Sinon, quand nous entendons virtuel, virtuel, ce n'est pas ce qui n'est pas réel, c'est ce qui est accessible à distance, via le réseau, via notamment Internet. Or, aujourd'hui, cette confusion de bibliothèques numériques et virtuelles se retrouve toutes sur Internet. C'est juste une révolution dans l'édition pour un partage plus élargi à des communautés partout dans le monde entier. Très bien, nous avons une spécialiste, on dira, nous avons des spécialistes sur notre plateau pour nous en dire plus. Je rappelle, madame, que vous êtes également présidente du consortium de la Fédération des associations de bibliothèques d'Afrique. Donc vous êtes vraiment l'une des personnes appropriées pour nous en parler. Docteur Kissi Marshall, vous êtes enseignant-chercheur, vous avez eu certainement recours à des bibliothèques sous toutes leurs formes. Est-ce que les bibliothèques aujourd'hui sont indispensables? Oui, absolument. Les bibliothèques sont indispensables parce qu'on ne peut pas concevoir même une université sans bibliothèque. La bibliothèque, pour moi, c'est le cœur de l'université. Parce qu'un étudiant, ce sont des recherches. Un étudiant, ce sont des lectures de tous ordres, à la fois des textes de littérature générale, des textes scientifiques, dans tous les domaines. Donc, pour moi, les bibliothèques sont incontournables. On a besoin de bibliothèques justement pour faire ses recherches. On a besoin de bibliothèques pour se documenter sur sa spécialité, pour savoir un peu les nouveautés qui se pratiquent dans notre domaine. Donc alors madame, de plus en plus il y a des bibliothèques virtuelles qui s'ouvrent dans les différents États en Afrique. La Côte d'Ivoire est un cas palpable et vous êtes responsable de cette bibliothèque-là. Pourquoi de plus en plus on tend vers les bibliothèques virtuelles? Ok, merci. J'enchaînerai avec lui pour dire qu'il y a un auteur qui a dit que l'information, c'est comme le corps, dans le corps humain, le sang qui circule, c'est lui qui donne la vitalité au corps. Cet auteur-là a précisé que l'information scientifique est comme le sang de la science.
Si on n'accède pas à l'information, on ne peut pas évoluer dans notre travail de recherche, de chercheurs, de scientifiques, etc. Donc face à ce grand défi pour nous, nous savons que les bibliothèques classiques sont des bibliothèques localisées entre 4 murs. Les bibliothèques virtuelles deviennent des bibliothèques ouvertes sur le monde sans mur, où je peux partager tout ce que je veux. Donc, face à ce défi d'accès à l'information scientifique vraiment réelle, nous rejoignons aujourd'hui les éditeurs qui nous ont précédés en essayant de créer des collections, des bases de données, de documents, de bibliothèques numériques. Nous les rejoignons aussi en créant la nôtre, mais en donnant un contenu qui puisse servir aux étudiants, aux enseignants et aux chercheurs. Nous donnons à la fois, à travers notre projet de bibliothèque virtuelle, l'accès à toutes les productions scientifiques disponibles dans nos universités et aussi l'accès aux collections virtuelles, aux collections produites par des éditeurs, soit par voie négociée, par des licences nationales. Nous donnons accès à ces collections disponibles à distance. Tout à l'heure, nous verrons comment en faire usage et comment ça fonctionne. Mais avant, parlons de l'éducation de base en Afrique. On a coutume de dire que les Africains n'aiment pas lire. Est-ce que c'est une réalité? Déjà, je pense que tout dépend déjà de ce qu'on entend par lecture. En général, les Ivoiriens lisent beaucoup. Ils lisent, mais qu'est-ce qu'ils lisent? Parce que quand on prend l'exemple des SMS, eh bien, vous êtes sans ignorer que les jeunes s'envoient des centaines de messages par jour. Donc, ils lisent. Mais on souhaiterait, par exemple, qu'ils lisent davantage des ouvrages de littérature générale, des ouvrages dans leur spécialité. C'est là où, en quelque sorte, les Ivoiriens pêchent un peu. Et aussi, il faut dire que les Ivoiriens aiment lire, par exemple, les magazines. Il y a des magazines qu'on vend à 100 francs qui racontent des histoires de ménage. Les Ivoiriens aiment beaucoup ce genre de documents. Mais ceux qui n'aiment pas assez lire, ce sont les ouvrages, je dirais, classiques, des ouvrages de littérature générale, des ouvrages de spécialité. Donc, c'est à ce niveau-là que l'Ivoirien pêche un peu. Est-ce que c'est le propre seulement aux Ivoiriens ou c'est une réalité partagée, peut-être en Afrique ou ailleurs? Contrairement à ce qu'on pense, même en Occident, il y a aussi des gens qui n'aiment pas lire, que la lecture est but. J'ai suivi une émission télé. Durant cette émission-là, une question a été posée aux différents intervenants, à savoir si on leur offrait un livre, qu'est-ce qu'ils en feraient? Sur les 4 intervenants, il y en a 2 qui ont dit qu'ils n'en feraient rien parce que pour eux, la lecture, ce n'est pas leur dada. Pourtant, on a l'impression que quand on dit Europe, tous les Européens sont des passionnés de lecture. Il est vrai que si on fait un ratio, il y a plus de lecteurs en Europe qu'en Afrique. Parce qu'avec l'éducation, avec le système même de l'enseignement, ils sont beaucoup plus versés dans la lecture. Si les bibliothèques sont aussi importantes pour l'éducation de base en Afrique et partout ailleurs, pourquoi en Afrique il y a peu de bibliothèques? D'abord les bibliothèques même fondamentales, classiques. Il n'en existe pas assez dans certains pays africains. Pourquoi, madame? Merci. Je pense qu'il faut lier le problème du nombre faible de bibliothèques à notre propre culture. Nous sommes d'abord d'une culture de l'oralité. Et dans la culture de l'oralité, l'écrit a pris du temps pour pouvoir apparaître. On peut dire que c'est un peu... Nous partons de... L'école émane un peu d'un processus de notre histoire de colonisation et autres. Mais dans les faits réels, les Africains, et notamment les Ivoiriens, n'ont pas encore réellement pris conscience de l'importance des bibliothèques. Vous voyez, c'est comme si on imposait aux universités d'avoir des bibliothèques. Quand vous prenez les bibliothèques dans leur ensemble, elles souffrent toutes du même mal, l'insuffisance budgétaire pour avoir des équipements et autres. Alors que vous prendrez, par exemple, une autre structure, je ne dirais pas de nom, vous verrez qu'on est pressé même de mettre du budget à disposition. Alors que lire, c'est apprendre. Lire, c'est se former. Lire, c'est se développer. Lire, c'est vraiment ouvrir son intelligence, c'est voyager, c'est découvrir. Alors, vous verrez avec moi que les écoles en Côte d'Ivoire qui ont inculqué le sens de la lecture aux enfants, depuis leur bas âge, ce sont les écoles confessionnelles, ce sont les écoles privées. Et vous voyez que si vous suivez
l'évolution de ces enfants, ce sont des enfants qui deviennent excellents, qui deviennent des cadres dans cette nation. Mais pourquoi ne pas vulgariser des temps de lecture dans nos écoles? Pourquoi ne pas aller vers une politique de la culture informationnelle en commençant depuis la maternelle jusque dans les universités? Parce que c'est difficile de dire à un enseignant-chercheur pourquoi il ne lit pas assez, pourquoi il ne publie pas assez. Mais depuis le bas âge, est-ce qu'on lui a appris à lire? Est-ce qu'il y a un temps de lecture dans le programme des établissements? Moi, je dirais que le mal vient de notre propre système éducatif, où on met un peu à côté la lecture et où quand on est président, où on est responsable, décideur d'une institution, on ne met pas l'accent sur l'accès à l'information actualisée et l'accès à l'information pertinente pour le devenir de la population, de la jeunesse que nous avons en charge. Vous, en tant que... Si vous permettez, j'aimerais bien abonder dans le même sens que Mme Coulibaly pour donner l'exemple du lycée Sainte-Marie. Chaque année, le lycée Sainte-Marie de Cocody a souvent 99%, voire 100% de réussite au bac. Eh bien, quand on fouille, on se rend compte que c'est un lycée dans lequel les élèves sont obligés de pratiquer la lecture. Il y a un temps de lecture par semaine, je ne sais pas exactement comment ça fonctionne, mais je sais qu'il y a une obligation pour tout élève de se rendre régulièrement en bibliothèque. Et après, le résultat, il est parlant. Ça vous dit que le livre est un complément à la formation de l'élève. Il y a en Côte d'Ivoire des salons du livre, parfois il y a de l'affluence, mais est-ce que dans les faits, les personnes qui s'y rendent lisent vraiment les ouvrages, peut-être qu'ils achètent? Est-ce que l'intérêt est grandissant pour vous? Déjà, pour la plupart, ceux qui se rendent au salon du livre sont ceux-là qui ont un intérêt quelconque pour la lecture ou pour le livre en général. Il est rare de voir des gens qui ont horreur de la lecture du livre se rendre dans ces salons-là, à moins que l'école dans laquelle ils sont inscrits les y oblige. Donc pour dire que ceux qui viennent, ce sont en général des gens qui ont un intérêt pour le livre. Il y a également des personnes qui visitent les bibliothèques, prenons le cas de certains étudiants ou de certains doctorants qui préparent leur thèse, qui visitent des bibliothèques. Mais madame, à quel moment des étudiants fréquentent des bibliothèques et pourquoi exactement? Merci pour cette question. Longtemps, j'ai été à la tête d'une bibliothèque, la bibliothèque de la faculté de l'UFR Sciences Médicales de l'Université de Cocody. Et j'avoue que je recevais des étudiants juste en thèse, qui ne venaient que parce que le professeur a demandé d'aller faire la bibliographie de sa thèse. Et j'étais toujours malheureuse. Alors que je connaissais tellement de bases de données dans le domaine de la santé qui pouvaient les aider, même s'ils qualifiaient la bibliothèque dont j'étais responsable d'une bibliothèque vieille, de collection vieille, et ils trouvaient même que le personnel qui y travaillait était vieux. Alors, c'est là qu'est venue pour moi la volonté de créer une formation à la maîtrise de l'information en les orientant vers l'accès en ligne, sur Internet, où j'avais trouvé ces banques de données assez riches, ces programmes d'accès à l'information scientifique assez riches. Et jusqu'à aujourd'hui, je continue et internationalement, ça m'a donné le titre de formateur INARI, du programme INARI. INARI, c'est d'immenses bases de données accessibles à toute cette communauté de médecins, mais ils ignorent. Donc vous voyez qu'un étudiant qui vient à moi en thèse, pour moi, il est en retard sur tout ce qu'il aurait dû apprendre depuis la première année et s'aguerrir de certaines compétences et connaissances avant d'arriver à la thèse, qui lui serait plus légère au niveau de recherche. Donc pour moi, il faut former les étudiants, il faut renforcer les capacités des enseignants-chercheurs à la connaissance de ces programmes internationaux d'accès à l'information scientifique. Voilà, et j'ajouterai un exemple si vous permettez. Allez-y, madame. Alors, une de nos étudiantes qui finissait son cycle à la faculté de médecine d'Abidjan, de Cocody, et elle a eu une bourse pour aller aux États-Unis, pour aller faire des études. Et elle sortait de ce cours qu'elle trouvait un peu trop compliqué. Et puis, elle arrive aux États-Unis, elle peut venir vous donner son nom, elle peut venir témoigner sur votre antenne. Et elle arrive là-bas, elle se rend compte que dès qu'ils finissent, parce que les études postdoctorales, on suppose que vous êtes autonome, dès qu'on finit un cours, les Américains, les autres étudiants, tout de suite, on donne toujours un article à produire selon le contenu du cours.
Et elle était en déphasage total. Et elle s'est rappelée qu'elle a pris le cours que j'ai donné à la bibliothèque. Et lorsqu'elle a commencé à mettre en application, elle s'est rappelée des techniques que j'ai montrées pour trouver l'information en ligne. Et tout de suite, elle a pu commencer pas à pas à s'en sortir. C'est pour vous dire que c'est l'ignorance qui fait que les étudiants ne fréquentent pas les bibliothèques et ils attendent la fin de leur cycle pour s'y rendre ou bien l'opportunité de faire un rapport de licence ou de master pour s'y rendre. Et il y a aussi le passé dont j'ai parlé, le manque de culture, de la lecture ou de l'information. Entrons tout de suite dans les bienfaits des bibliothèques virtuelles. Vous, en tant qu'enseignant et pour tout Africain, en quoi est-ce que les bibliothèques virtuelles sont quelque chose d'assez important? Tout à l'heure, Mme Kamara l'a dit, malheureusement, nos bibliothèques sont peu nombreuses et même celles qui existent, en général, elles ont des bases de données qui sont assez dépassées, assez caduques. Donc, les bibliothèques numériques, justement, permettent de pallier ce problème et avoir accès à une information beaucoup plus, je veux dire, pertinente, une information, des publications qui sont récentes. Parce que s'il faut forcément attendre que ces livres-là arrivent dans nos bibliothèques, très souvent, le temps d'attente est déjà écoulé. Donc, il faut aller vers une ressource qui est disponible en temps réel. Et ces bibliothèques-là, justement, il y en a à foison, notamment Ken Info, il y en a aussi Erudit.fr, Revue.org. Donc, ce sont des bases de données auxquelles on peut accéder en temps réel. Est-ce que ces bibliothèques aussi vont aider à résoudre le problème de la fuite des cerveaux des personnes qui vont sur d'autres continents pour une formation qui n'existe pas sur place et qui ne reviennent plus? Est-ce que ces bibliothèques vont régler aussi ce problème? Pas en totalité, mais dans une certaine mesure, bien sûr que oui, parce que souvent, on demande à aller pour avoir accès à un certain nombre de documents. Et ces étudiants-là pourront donc s'appuyer sur ces sites web-là, sur ces bases de données, pour avoir l'information dont ils ont besoin pour avancer dans leurs travaux. Alors madame, vous qui êtes une habituée des bibliothèques, que ce soit classiques ou virtuelles, comment ça fonctionne, les bibliothèques virtuelles? Les bibliothèques virtuelles, c'est simple. Quand je regarde un peu la politique que nous sommes en train de mettre en place, nous sommes en train d'intégrer le mouvement qu'on appelle l'open access, l'accès libre à l'information. Voilà. Et dans ce mouvement, nous offrons déjà, notre plateforme, elle est accessible, libre et gratuite. OK. Ça, c'est ce que nous pouvons faire pour nos étudiants, nos utilisateurs, mais nous sommes en train de déployer progressivement cette conception de l'accès à l'information en ligne. Ce qui suppose qu'il y a des contraintes. Il faut disposer d'ordinateurs, il faut disposer d'une connexion Internet, mais en tant que travaillant dans une université virtuelle, je pense qu'il y a une nouvelle génération qui étudie à distance. Et on ne peut plus parler que de bibliothèques classiques, même si parfois on les oriente vers les collections classiques qui y existent. Mais déjà, quand on parle de moderniser l'enseignement, d'aller, et c'est le contexte de la mise en œuvre de la réforme du système LMD, qui suppose qu'en licence, master, doctorat, on doit développer l'usage des TIC pour entrer dans les standards internationaux de l'enseignement. C'est une mesure qui s'impose aujourd'hui en Afrique à toutes les universités, à tous les milieux académiques et de recherche. Donc, si nous allons vers cela, il va falloir qu'on modernise aussi progressivement nos bibliothèques pour permettre que les gens y aient accès. Voyez les collections que nous pensons être notre propriété, nous pouvons simplement créer des plateformes avec des codes. Quand nous avons pris, il a parlé tantôt de Kerninfo, nous avons pris ça à l'université virtuelle en appui aux autres universités classiques. On a pris un abonnement à Kerninfo avec le consentement de l'éditeur, du groupe d'éditeurs, du responsable exécutif de Kerninfo. Avec son appui, nous avons fait une campagne de sensibilisation dans toutes les universités publiques de Côte d'Ivoire, juste pour leur montrer qu'il y a une autre manière de lire, il y a une autre manière d'apprendre, il y a une autre manière d'avoir l'information apportée et immédiatement, pourvu qu'on soit abonné. Et si on est abonné, on vous donne que dans toutes les universités où les enseignants-chercheurs et les étudiants se sont inscrits, nous avons créé une plateforme pour eux à l'université virtuelle et nous avons donné des codes
d'utilisateurs et des mots de passe leur permettant d'arriver à ces banques de données. Il y a aussi les ressources de EIFL. Je disais tantôt qu'aujourd'hui, en tant que bibliothécaire, nous sommes obligés de travailler en réseau, de travailler en consortium. Et en tant que coordinatrice du consortium des bibliothèques de l'enseignement supérieur en Côte d'Ivoire, dénommé COBESI, nous sommes inscrits via encore le canal de l'université virtuelle. Nous sommes inscrits à EIFL, nous sommes membres de EIFL qui met à disposition de nombreuses ressources électroniques que nous devons partager. Et actuellement où je vous parle, Premium Numérique nous a mis à disposition pour une période test de 3 mois ces ressources numériques qui font tellement d'ouvrages. Nous pensons que les budgets ne suffisent pas. Il faut changer notre politique d'accès à l'information pour aider nos utilisateurs. Pour aider les utilisateurs, nous parlons de comment avoir accès à ces bibliothèques, excusez-moi, à ces bibliothèques numériques, à ces bibliothèques virtuelles, comme vous l'avez dit si bien, madame, et vous l'avez très très bien expliqué. Il est prévu en Côte d'Ivoire un grand ouvrage, un chef-d'œuvre qui va abriter aussi une bibliothèque numérique. Quel sera l'impact de cette bibliothèque que la Côte d'Ivoire va recevoir sur la sous-région, sur l'Afrique et sur les Ivoiriens eux-mêmes? Pour ma part, avant de parler d'impact, il faut d'abord parler de sensibilisation. Comme l'a dit Mme Coulibaly, si on ouvre une bibliothèque virtuelle grandeur nature et que les étudiants ne sont pas formés à l'utilisation de cette ressource-là, elle va passer inaperçue. Donc il faut que dans le programme d'enseignement, il y ait déjà des cours qui puissent initier donc, les étudiants à l'utilisation des ressources virtuelles. Et quand ce sera fait, alors on pourra parler d'impact. Mais pour l'instant, je vous le dis, à partir de mon expérience, je me rends compte que les étudiants ne savent pas qu'en ligne, ils peuvent avoir accès à un nombre infini de données, de ressources. Donc il faut commencer par là. Et ensuite, je pense que progressivement, cela sera inculqué aux étudiants et ils pourront en faire leur tasse de thé pour qu'on puisse avoir... Et je voudrais ajouter que dans le cadre des formations que je donne, les chercheurs déjà, les médecins, les chercheurs déjà en fonction, ils sont émerveillés. Ils disent, mais madame, pourquoi ne nous avons pas parlé de cette formation pendant qu'on était en 5e année de médecine, en 6e année, mais on aurait fait notre thèse en un clin d'œil. C'est l'ignorance. C'est tout simplement l'ignorance. Est-ce qu'avec l'évolution technologique, les bibliothèques virtuelles, on n'arrivera pas à un moment où les bibliothèques classiques fondamentales ne seront plus visitées ou vont disparaître? Est-ce qu'on n'arrive pas Moi, je ne parlerai pas de disparition des bibliothèques classiques. Plutôt, je parlerai de modernisation des bibliothèques classiques. Une bibliothèque classique, c'est d'abord un tiers-lieu. Un tiers-lieu de communauté qui se retrouve. Par exemple, je suis chez moi à la maison, je ne suis pas inspirée pour travailler, je me retrouve à la bibliothèque, mais les bibliothèques doivent renforcer leurs capacités. Capacité en documentation, ne plus se contenter que des collections physiques, mais aller aussi vers des abonnements de collections électroniques. Il va sans dire qu'on donne les moyens aux bibliothèques. Et moi aussi, je pense que je pars de mon expérience pour dire qu'un bibliothécaire, un documentaliste, aujourd'hui, ce n'est plus celui qui est assis à traiter des documents et derrière une vitrine. C'est celui qui va au-devant des besoins des utilisateurs et qui forme les utilisateurs pour leur permettre d'exploiter toutes les opportunités de collection disponibles physiquement ou virtuellement. Quels pourraient être les enjeux des bibliothèques virtuelles pour l'Afrique? Bon, déjà, permettez-moi de réagir à la question que vous venez de poser tout à l'heure pour dire que je ne vois pas comme une opposition entre les bibliothèques classiques et les bibliothèques virtuelles. Au contraire, elles sont complémentaires. Comme l'a si bien dit Mme Coulibaly, certaines bibliothèques aujourd'hui dans le monde, les grandes bibliothèques, ont une plateforme en ligne qui permet par exemple à l'étudiant de vérifier si un livre est disponible dans les rayons. Si ce n'est pas le cas, comment commander pour que la bibliothèque puisse en disposer. Donc déjà, il y a une complémentarité entre les deux. Donc il ne faut pas les opposer plutôt. D'accord, maintenant quelques enjeux. Les enjeux, c'est déjà d'abord d'aider la recherche à gagner en qualité. Parce qu'un problème majeur dont souffrent nos universités, c'est l'accès aux informations, l'accès donc aux produits des recherches. Quand vous prenez les sciences exactes, nos chercheurs trouvent très souvent des recettes, ils trouvent souvent des théories, ils trouvent des choses concrètes qui peuvent aider la population à vivre mieux. Mais ces choses-là ne sont pas connues.
elles sont seulement confinées dans des documents qui restent dans le cercle fermé des universitaires. Il faut que les bibliothèques virtuelles, par exemple, aident à démocratiser ce savoir-là pour que tout le monde, même depuis le village, tant qu'on a accès à une connexion Internet, on puisse avoir accès à cette information. Donc pour moi, c'est ça. C'est dans cette perspective-là que je vois l'impact des bibliothèques virtuelles. Merci, docteur Kissi. En 30 secondes, madame, nous allons conclure avec vous en 30 secondes. Les prochaines étapes ou en termes de défis pour les activités dont vous assurez la coordination au niveau des bibliothèques virtuelles en Côte d'Ivoire. Ok. Je dirais qu'en 2018, nous avons numérisé 6525 thèses et mémoires à l'université Nangui-Abrogwa et l'université Félix Houphouët-Boigny avec l'appui de la fondation MTN. Et aussi, cette année encore, avec l'appui de la même fondation, nous avons numérisé 1247 thèses à l'université Alassane Ouattara et toutes ces thèses sont en train d'être mises en ligne. Je voudrais juste rassurer Dr Kissi que nous pensons à la valorisation de la production scientifique au plan national. Merci, madame. Parce que nous sommes dans un réseau et le WACREN, et dans ce réseau-là, il est demandé que chaque université puisse disposer d'un dépôt institutionnel. Un dépôt institutionnel, c'est tout document que vous produisez, que vous y mettez pour que les utilisateurs en local puissent. Et déjà, la bibliothèque virtuelle joue le rôle de bibliothèque nationale scientifique dans le cadre de ce dépôt numérique national. Et nous sommes inclus dans ce projet qu'on appelle LibSense et nous allons déployer des activités à partir de maintenant jusqu'en 2020 pour toutes les bibliothèques universitaires en Côte d'Ivoire. Merci bien, Madame Koulibaly Cécile. Je rappelle que vous êtes coordonnatrice des activités de la Bibliothèque virtuelle de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique de Côte d'Ivoire. Merci, Dr Kissi Marshall. Vous êtes enseignant, écrivain. Avec vous, nous avons parlé de bibliothèques virtuelles et classiques, les défis pour l'éducation en Afrique. C'est la fin de cette émission. Merci à tous de l'avoir suivi. Bonne suite de nos programmes sur Medi 1 TV Afrique.